Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose de vraiment très différent de mon habitude. C'est-à-dire que là, moi puis un ami et collègue, on a décidé de faire comme une confrontation entre deux équipes. En fait, on a des critères qui sont très particuliers, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui doivent être encore actifs actuellement au niveau de la LNH et c'est des joueurs qui, on va prendre en considération l'ensemble de leur carrière, donc qui doivent avoir une bonne carrière de manière générale. On s'est imposé comme critère également d'avoir au minimum un joueur du Canadien au niveau offensif et au moins un joueur du Canadien au niveau défensif. Et pour terminer, vous allez décider quelle est laquelle des deux formations qui est la meilleure formation. Là, j'ai mis ici les Flames de Calgary contre les Coyotes de l'Arizona. Coyotes de Phoenix ici, c'est une vieille casquette. Tout simplement parce que, bon, à plusieurs reprises, je me mentionnais que la deuxième équipe qui suivait le plus après le Canadien, c'était les Flames. Et dans mon cas, à moi, c'est les Coyotes. Alors, c'est ce qui fait la confrontation des Coyotes contre les Flames de Calgary. Une autre chose que je dois vous mentionner, c'est que moi, j'ai fait mon équipe à moi, mais je n'ai pas consulté son équipe à lui. Alors, ça ici, c'est l'enveloppe qui est l'enveloppe de son équipe. Alors, je n'ai pas encore ouvert cette enveloppe-là. Je vais l'ouvrir en même temps que je vais faire son équipe. Fait que comme ça, on va voir peut-être des surprises. C'est sûr qu'il y a des joueurs que j'ai oubliés parce qu'on prend en considération des joueurs qui sont encore actifs. Mais tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui ont connu des très très bonnes saisons par le passé auxquelles je n'ai sûrement pas pensé. Je suis convaincu. Alors, on va y aller avec ailier gauche, centre, ailier droit. Même principe, ailier gauche, centre, ailier droit. Défenseur gauche, défenseur droit. Défenseur gauche, défenseur droit. Premier et deuxième gardien de but. Voilà ce qui en est. On va commencer, excusez-moi, par mentionner mon équipe, ensuite son équipe. On va commencer avec les gardiens, défenseurs et finir avec les attaquants. Donc, je vais commencer avec mes gardiens, ses gardiens, mes défenseurs, ses défenseurs, mes attaquants, ses attaquants. On comprend la logique. Puis on va y aller avec ma troisième paire, sa troisième paire, ainsi de suite. Là. Bon, on y va avec cette logique-là. Alright, fait qu'on va commencer immédiatement avec les gardiens de but. Là, ce que je dois mentionner, c'est que fort probablement que dans nos deux équipes, on va avoir des joueurs qui sont des joueurs peut-être plus de cœur. C'est-à-dire qu'on va prendre parce qu'on a un attachement particulier pour eux autres. Bon, bref, moi, en tout cas, assurément, dans cette équipe-là, je n'y ai pas été uniquement en considération des points, j'ai été aussi en considération des joueurs que j'aime bien. Alors, c'est ce qui fait que ça va peut-être biaiser un petit peu les données. Puis j'en ai un peu rien à battre si je passe, c'est pas grave, ça me dérange pas du tout. J'ai choisi des gars que j'aime aussi. Donc oui, c'est des gars qui ont des bonnes stats pour la plupart, mais sinon, c'est des gars que j'aime en grande partie. Alors au niveau des gardiens de but, bon, en termes de premier gardien, on va commencer avec le deuxième. En termes de deuxième gardien de but, c'était vraiment pas un critère qu'on s'était imposé, mais je pense que j'ai pas vraiment le choix de choisir que Carey Price est probablement l'un des, ou sinon encore le meilleur gardien de but dans la LNH, parce qu'il est régulièrement nommé par les joueurs de la LNH comme étant un des meilleurs gardiens, ou sinon le meilleur gardien de but de la Ligue. C'est un gars qui est très craint parce qu'il est calme, il a une technique impeccable, et c'est un gars qui a mené son équipe au niveau défensif sur ses épaules pendant tellement d'années. Carey Price a un trophée Hart pour le meilleur joueur de l'année et un trophée Vizina qui est remis au meilleur gardien de but de l'année. Alors, c'est un gars qui a changé complètement la donne pour le Canadien de Montréal. Alors là, ce qui est plate, c'est que je ne sais pas comment il a présenté ça sur ses feuilles. J'aimerais ça voir juste le deuxième gardien en premier, mais je pense que je vais être pogné de voir les deux en même temps parce que je ne sais pas de quoi ça a l'air au niveau de la présentation. Logiquement, mettons qu'on se dit, il a dû commencer par ce sens-là. Gardien de but. On va y aller avec les deux en même temps, pas vraiment le choix. Alors, étonnamment, on y va en termes de deuxième gardien de but avec nul autre que Carey Price. Puis ça, tu sais, ben honnêtement, en termes d'individuel, je pense que c'est probablement l'un des meilleurs gardiens de but. Là, fait on ne peut pas rien y enlever à ce niveau-là. Alors, Carey Price, statistique rapide en 682 matchs. Il a un total de 348 victoires. Bon, en fait, les victoires, ça me dérange peut-être un peu moins. Une moyenne de 2,49 et une efficacité de 917. Maintenant, en termes de premier gardien de but, là, ben, il s'adonne que j'ai vu ces deux gardiens de but. Alors, ça sera absolument rien de surprenant. Moi, j'ai opté pour Marc-André Fleury parce que Marc-André Fleury, c'est un gardien de but qui a rempli les honneurs. 3 coupes Stanley à son actif. C'est un gars qui est un très très bon joueur, spectaculaire. Bon joueur dans le sens qu'il a un bon moral. Tous les joueurs de l'équipe l'aiment. Les joueurs de la LNH l'aiment. C'est un gars qui aime faire rire. Je pense qu'il y a un leadership qui est exceptionnel dans ce gars-là. J'adore Marc-André Fleury. Et à ce que je vois, on a exactement le même choix du côté de Maxime. On a choisi également Marc-André Fleury. Mais c'est sûr qu'avec ces 3 coupes Stanley, c'est assez difficile de dire que il
il ne mérite pas une place dans les meilleurs gardiens de but pour ce qui est de la carrière. Il est toujours actif en ce moment dans la LNH. Alors, Marc-André Fleury, lui, en 847 matchs, bon, une moyenne de 2,57 et une efficacité de 913. Je pourrais peut-être marquer. Moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup au niveau statistique pour les gardiens, c'est généralement l'efficacité. Parce que bon, la moyenne, en tout cas, la moyenne des fois est un peu falsifiée à cause du nombre de tirs qu'il y a eu par match. Alors, dans le cas de Marc-André Fleury, on y va avec 913 d'efficacité. Dans le cas de Carey Price, on y va avec 917. Bon, ben à ce niveau-là, au niveau des gardiens de but, je pense qu'on n'a comme pas vraiment le choix. Il va falloir qu'on se dise que c'est égal. On a vraiment pas eu le choix pour la simple et bonne raison que c'est exactement les mêmes gars qu'on a. Et que c'est dommage. Ça part fort, ça part fort. On y va maintenant avec les défenseurs. Bon. En termes de troisième paire de défenseurs, je voulais mentionner au début du vidéo, mais j'ai choisi des gars que moi j'aime bien. Donc c'est pas nécessairement le meilleur joueur qui était disponible, mais en termes de gars qui sont encore actifs actuellement dans la LNH et que moi j'aime vraiment beaucoup, j'ai décidé d'y aller pour le défenseur des Blue Jackets de Columbus, Zach Werenski. Zach Werenski est un gars qui m'a énormément épaté lorsque je l'ai vu jouer. Et il n'a pas joué dans une équipe qui est une équipe qu'on voyait comme étant dans les tops de la LNH. Et pourtant, si vous regardez les Blue Jackets, leur rendement de manière générale est assez surprenant. Et c'est en grande partie lui qui mène cette défensive-là. C'est la raison pour laquelle Zach Werenski, c'est un gars qui est intelligent défensivement, qui est très bon dans son repli, qui peut appuyer l'attaque. Moi, c'est un gars que j'admire énormément et j'aime beaucoup le fait de le voir jouer en ce moment, même s'il est relativement en début de carrière. Là, il n'est pas recru, mais quand même, il est relativement en début de carrière. Donc, bref, c'est un gars que j'apprécie énormément. Zach Werenski a une moyenne de points par match de 0,56 et je veux mentionner que il a un total de 329 tirs bloqués en 300 matchs dans la LNH. Donc, il bloque des tirs à pratiquement tous les matchs. En termes de deuxième, donc mon défenseur droit sur ma troisième paire, moi j'ai décidé d'y aller pour le défenseur des Sharks de San Jose, Brett Burns. Brett Burns qui est un joueur exceptionnel, surtout très flamboyant au niveau offensif. Dans le cas de Brett Burns, lui, il a une moyenne de points par match de 0,62. Brett Burns, lui, il a un total de 3 matchs des étoiles. Il a gagné un Norris et il a bloqué 921 tirs en 1113 matchs. OK. On y va maintenant avec les Flames de Calgary. Leur troisième duo de défenseurs, on y va avec... oups, ils sont inversés. OK, donc on va y aller avec, à la gauche, Mark Giordano. Oups. Mark Giordano. Ça tombe bien, les Flames. J'ai ton capitaine. Bon, Mike Giordano, lui, en 1142 matchs, il a un total de 90 buts, 498 passes quand même. Pour un différentiel plus-moins de plus 96. Ça, j'aime ça. Avec une moyenne de points par match qu'on va mettre à 0,51. 0,51 pour Mark Giordano. Un bon leader, Mark Giordano, un joueur qui est capable de jouer physique, qui a connu une très très bonne saison l'année passée. Pas grand chose à enlever, c'est un excellent défenseur selon moi. Et par la suite, on y va avec un gars que j'aime pas pantoute, mais quand même, il ne faut pas rien y enlever. Drew Doughty, le défenseur des Kings de Los Angeles. Drew Doughty. Un gars qui a une grande gueule. Qui m'énerve. Mais bon, Drew Doughty, lui, en 919 matchs, il a 117 buts, 385 passes, 502 points. Un différentiel plus-moins de plus 43 et une moyenne de points par match à 0,55, on va dire. Il a mis 3 chiffres après la virgule, c'est pour ça que j'ai une petite hésitation. Donc, bref, 0,55. Bon, c'est sûr que si on regarde au niveau des points, la moyenne de points par match, c'est moi qui gagne. Par contre, au niveau de l'efficacité, je pense que ces deux gars-là ont beaucoup plus d'expérience que Zach Werenski. Donc, à ce niveau-là, selon moi, un maillon faible serait Zach Werenski, mais c'est un défenseur d'avenir. Bref, et c'est probablement une défensive qui est un petit peu plus solide défensivement que va l'être Brett Burns parce qu'il n'est pas le spécialiste de la défensive. Alors, sur un point de vue défensif, j'y donnerais probablement l'avantage. Sur un point de vue offensif, je me donnerais peut-être un petit peu plus d'avantage, mais il reste que c'est des excellents défenseurs à caractère offensif.
offensif pour les 4, et Brett Burns qui est probablement, selon moi en tout cas, qui est le meilleur sur un point de vue offensif dans ces 4 défenseurs-là. Alors pour une défensive, j'opterais plus pour la sienne, offensive plus pour la mienne. OK. Par la suite, en termes de deuxième paire, j'ai décidé d'y aller, là on va commencer avec mon joueur que j'ai choisi pour le Canadien de Montréal, c'est bien entendu Shea Weber. Weber. Dans le cas de Shea Weber, ben écoutez, c'est un gars qui a fait plus que ses preuves. Là. Combien qu'il a eu en termes de moyenne de points par match? Il a 0,58 en termes de moyenne de points par match. Shea Weber, c'est un gars qui a un différentiel plus-moins en 990 matchs, 218 buts, 352 passes pour 570 points. Un différentiel plus-moins de plus 83, 4 matchs des étoiles, 1068 tirs bloqués. C'est un joueur qui est avec un excellent leadership. C'est un joueur qui est très physique, intelligent défensivement. Pas le plus mobile, mais quand même un tir exceptionnel. Et moi, je me suis dit, pour le cœur, j'y vais avec Roman Josi. Question de ramener ces deux joueurs-là ensemble. Roman Josi qui avait commencé sa carrière d'ailleurs aux côtés de Shea Weber. Roman Josi, lui, 632 matchs, 109 buts, 304 passes, 413 points pour une moyenne de points par match de 0,65. Un défenseur qui est essentiellement mobile, mais c'est une paire qui est terriblement bien balancée, cette paire-là, honnêtement. Là, en tout cas, à mes yeux, c'est une paire qui est terriblement bien balancée. En termes de deuxième paire de défense, cette fois-ci, pour lui, on va y aller avec le défenseur gauche. On y va avec Ryan Sutter. Ben oui, pourquoi pas Ryan Sutter. Puis ça, ce qui est vraiment très drôle, c'est que Shea Weber a joué avec Roman Josi, en a fait quelqu'un d'exceptionnel. Les deux ont commencé, Weber et Sutter, ensemble. Ils ont été des défenseurs exceptionnels. Je pense qu'il y avait quelque chose avec les Prédateurs de Nashville. Puis quand Shea Weber il est là, ça l'aidait peut-être aussi. Là. Bon, bref. Dans le cas de Ryan Sutter, lui, en 1142 matchs, 90 buts, 498 passes, 588 points. Un différentiel plus-moins de plus 96, j'aime ça. Avec une moyenne de points par match de 0,51. 0,51. Et en termes de deuxième défenseur droit, on y va avec Christopher Letang. Christopher Letang, défenseur des Penguins de Pittsburgh, en 808 matchs, 127 buts, 410 passes, 437 points, un différentiel plus-moins de plus 61 et une moyenne de points par match de 0,66. À 0,66, tu t'en viens à côté, mon Roman Josi. À 0,58. Bon, honnêtement, encore une fois, moi je dirais que Christopher Letang, c'est un défenseur qui est excessivement mobile. C'est un défenseur qui est très intelligent défensivement. Il change l'allure complète de la défensive des Penguins de Pittsburgh quand il est présent. C'est juste plate qu'il est tout le temps blessé. Mais ça, c'est un autre combat. Bref, moi, je vois ici deux très, très bonnes paires. Je ne veux même pas m'avancer à savoir s'il y en a un qui gagne pour un ou un qui gagne pour l'autre. En termes de points par match, on est sensiblement la même affaire. Puis en termes de solidité défensive, peut-être encore là... Ouais, ben Ryan Sutter, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, parce que je ne regarde pas vraiment loin, honnêtement. Là. Bon, en tout cas, je pense que je ne me risque pas pour donner de gagnant sur cette paire-là. En termes de première paire de défenseurs, cette fois-ci, ben, on va tout de suite péter la psy, parce que moi, j'y vais avec Christopher Letang. En termes de premier défenseur, j'ai déjà fait toute sa chronologie. Alors, Christopher Letang, lui, en 808 matchs, 127 buts, 410 passes, 537 points, une moyenne de points par match à 0,66. Christopher Letang a 2 Coupes Stanley et 2 matchs des étoiles, c'est 1221 tirs bloqués, ce qui est quand même non négligeable. Et en termes de premier défenseur gauche, ben moi, j'y vais avec le défenseur du Lightning de Tampa Bay, Victor Hedman. Victor Hedman, lui, c'est un très gros défenseur, intelligent également, responsable défensivement, bon, tout le blablabla, là. Je pense que c'est un défenseur d'exception. En 762 matchs, 105 buts, 368 passes, 473 points, pour une moyenne de points par match à 0,62. Il a un différentiel plus-moins de plus 116. 3 matchs des étoiles, 1 Norris, 1172 tirs bloqués. Alors, c'est un défenseur qui, bien entendu, a joué avec des très très bonnes équipes, il faut quand même le donner. Première paire de défense. Eh bien, première paire de... Ah ben, gardons. Première paire de défense, mais là, on y va avec Roman Josi, puis on y va étonnamment avec Shea Weber. Fait que je sais pas, hein, je pense qu'on se rejoint au niveau de la mentalité ici.
Je pense. La logique de mettre Shea Weber avec Roman Newsy, c'est. En tout cas, selon moi, c'est une très très bonne logique parce que c'est des gars qui ont eu une chimie tellement exceptionnelle par le passé quand ils jouaient avec les Prédateurs de Nashville. Roman Newsy, c'est un gars qui aime patiner, qui aime avancer. Shea Weber reste peut-être un petit peu plus en arrière, mais avec son tir exceptionnel, ça fait une foutue bonne paire de défense. Alors voilà ce qui est de après la ligne bleue. Alors je vous laisse décider selon vous qui sont les meilleurs paires, qui sont les meilleurs gardiens de but, quelle équipe qui gagne à ce niveau-là, et on y va avec les attaquants. Maintenant, au niveau des attaquants, en termes de quatrième, en termes de quatrième trio, on avait dit qu'on y allait avec des joueurs fatigants. Je vais vous expliquer mes différents choix. On va commencer par l'ailier gauche. Moi, j'y vais avec Brad Marchand. Brad Marchand, qui est peut-être un des gars les plus baveux de la LNH, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est un gars qui a quand même fait son nom, qui a beaucoup de leadership à sa façon, disons. Puis c'est un gars qui est très connu à l'extérieur de la glace comme étant un parfait gentleman. C'est ironique, parce que c'est la glace, il tombe ses nerfs. Mais non, à l'extérieur de la glace, c'est un très bon gentleman. Alors, Brad Marchand, dans son cas, une Coupe Stanley, 2 matchs des étoiles, 756 minutes de pénalité en 751 matchs. Un différentiel plus-moins de plus 221. Fait partie de l'une des meilleures premières lignes de la Ligue nationale depuis des années. En 751 matchs, il a 290 buts, 356 passes, 646 points et une moyenne de points par match à 0,86. Et là, peut-être que je vais en surprendre quelques-uns, mais en termes de centre, pour sa carrière, moi j'y vais avec le centre des Ducks, Ryan Getzlaf. Pourquoi est-ce que j'y vais avec Ryan Getzlaf? Ben, c'est parce qu'à ses belles années avec Corey Perry, avec Anaheim, c'était un gars qui plaquait énormément. Alors, gros gabarit, physiquement très impliqué, puis il y avait beaucoup de minutes de pénalité. Alors, il y a une couple de saisons où il a rodé aux alentours de comme 70 à 100 minutes de pénalité. Je pense que le plus haut, c'est 91 minutes ou 94 minutes. Mais il reste que c'est un gars qui a été très pénalisé. En 1053 matchs, Ryan Getzlaf, 274 buts, 691 passes, 965 points pour une moyenne de points par match à 0,92. Il a une Coupe Stanley, un match des étoiles et 1681 mises en échec en 1053 matchs. Et pour terminer le tout, ben, en termes d'ailier droit fatigant, j'y vais avec le petit ailier droit du Canadien de Montréal, Brendan Gallagher. Brendan Gallagher qu'on le connaît parce que c'est un petit baveux, mais quand même qui joue dans la limite du legit. Faut qu'on y donne. Brendan Gallagher en 747 matchs, 173 buts, 161 passes, 334 points, une moyenne de points par match à 0,61. Brendan Gallagher, est-ce que vous vous souvenez qu'en 2012-2013, il avait été le deuxième sur la liste pour les nominés du Calder? Moi, je ne m'en souvenais pas. Finalement, c'est Huberdeau qui avait gagné. Et voilà. Donc, je pense qu'on est prêt à passer pour le quatrième trio fatigant des Flames. OK. En termes de quatrième trio fatigant, on y va avec... Bon, on va commencer tout de suite avec l'ailier droit. Question de régler ça le problème. Brendan Gallagher. Donc, je pense que j'ai pas besoin de refaire tout le tralala que j'ai déjà fait. Un excellent joueur baveux qui joue à la limite du legit. Dans le cas de Brendan Gallagher, on a une moyenne de points par match à 0,61. 0,61. En termes de joueur de centre, un choix que j'aime beaucoup. On y va avec Jonathan Toews. Moi, je ne le connais pas comme étant un joueur fatigant, mais j'imagine qu'il va être capable d'argumenter. Moi, je le connais comme un gars qui est surtout un gars très calme. Puis hyper responsable défensivement. J'adore Jonathan Toews. C'est un gars qui est bien balancé. Puis ça, c'est quelque chose que je respecte énormément. Bien entendu, Jonathan Toews, il ne me l'a pas marqué, mais Coupe Stanley, puis probablement des trophées individuels, là, je ne me rappelle pas exactement. En 943 matchs, 345 buts, 470 passes. Pour 815 points, il y a un différentiel de plus 193. Quand je dis qu'il est complet, il est complet. Et finalement, à l'aile gauche, Gabriel Landeskog. Écoute, Landeskog, c'est un joueur que j'aime aussi. C'est pas un de mes joueurs préférés, par contre, mais tu sais, je veux pas dire que c'est parce que je l'aime pas. C'est pas du tout que je l'aime pas. C'est un excellent joueur. Un joueur effectivement complet. Encore une fois, c'est un gars que je connais pas comme étant fatigant, mais peut-être qu'il l'est. Je le connais pas assez pour ça. J'ai pas regardé énormément de matchs de l'Avalanche. Lui, il joue avec une moyenne de points par match à 0,73. En 633 matchs, il a 198 buts, 262 passes, 460 points, un différentiel plus-moins de plus 36. Alors, voilà. Je pense que c'est deux lignes qui sont un peu différentes. Je vous laisse choisir, moi je choisis pas. Bon, ok. Par la suite, en termes de troisième ligne, ben là j'ai été avec une ligne plus défensive. C'était le gauge qu'on s'était donné. Moi j'ai été avec Jamie Benn. Jamie Benn qui, dans ses dernières années, c'est un peu plus difficile. Mais honnêtement, dans ses belles années, c'est un gars qui était très responsable défensivement, qui coulait énormément de temps en désavantage numérique et surtout un gars qui est très physique. Jamie Benn a une moyenne de points par match qui est à la hauteur de
0.85. En 814 matchs, 300 buts, 388 passes, 688 points. 3 fois sur le match des étoiles. Il a gagné un Ross et il a 1447 mises en échec en 814 matchs. Il plaque souvent, puis il plaque fort. C'est la raison pour laquelle, puis c'est un gars qui est responsable défensivement, que je l'ai mis sur mon troisième trio. En termes de troisième trio, ben là, en tout cas, moi, c'est un joueur que j'aimais énormément et que je trouve qu'il n'a juste jamais joué avec une équipe qui était solide défensivement. Puis c'est dommage parce que c'est un gars qui mérite d'être mentionné aussi pour le jeu défensif. J'y vais avec John Tavares qui joue actuellement avec les Maple Leafs de Toronto. Alors, dans le cas de John Tavares, en 814 matchs, 345 buts, 424 assists, 769 points. Une moyenne de points par match qui s'élève à 0.94 et il a un match des étoiles. Mais c'est un gars qu'on oublie malheureusement souvent, mais que je pense être très responsable défensivement. Puis, tu sais, il a bien fait paraître ses alliés quand il était avec les Islanders, pratiquement année après année. Fait que ce gars-là, je pense qu'il a le mérite de faire partie des meilleurs. Et puis là, ben, c'est un choix que probablement, il ne pensera pas, mais moi, j'y vais avec Blake Wheeler. Blake Wheeler qui joue avec les Jets de Winnipeg, c'est un joueur qui est excessivement complet. Il est rapide, physique, intelligent, il tire beaucoup et il plaque beaucoup. C'est ce que j'aime beaucoup de Blake Wheeler. Moi, pour moi, il m'apporte quelque chose de très intéressant pour un joueur qui est capable de jouer, il joue en désavantage numérique. Là. Fait, il est capable de jouer en désavantage numérique. C'est des gars qui sont capables, Ben, je pense qu'ils ne jouent plus en ce moment en désavantage numérique, mais dans ces belles années, ils jouaient. Alors, c'est tous des gars qui ont passé beaucoup de minutes en désavantage numérique. Dans le cas de Blake Wheeler, 931 matchs, 264 buts, 497 passes pour 761 points, une moyenne de points par match à 0.82. Il a un différentiel plus-moins de plus 100. Il a 1141 mises en échec en 931 matchs. Il fait pas mal tout le temps partie des gars qui frappent le plus avec les Jets, année après année. OK, de son côté à lui, on va commencer avec le gauche. On va y aller avec le gauche en premier. Alors, OK, ouais, ben, défensif, je le connais pas comme défensif, mais bon, OK, c'est correct. On y va avec Brad Marchand. Alors, Brad Marchand, que je ne sais pas s'il joue sur le désavantage numérique des Bruins. Je ne crois pas, mais peut-être que oui. Une moyenne de points par match à 0.86. Je vous ai déjà fait son plaidoyer, donc on ne va pas le répéter. On connaît déjà Brad Marchand. Un petit gars fatigant. En termes de troisième centre, on y va. Oh, OK. Patrice Bergeron. I get the point, là. Je comprends. Bergeron. Patrice Bergeron, un des meilleurs, ou sinon le joueur de centre le plus complet de la LNH actuellement. 0.79. On va y aller avec 0.80. 0,80 moyenne de points par match. Un très gentilhomme, un gars qui est très responsable défensivement, qui est capable de faire des points, des centres les plus complets de la LNH. Et ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire le contraire. Puis on y va en termes d'allié droit avec David Pastrnak. Fait qu'on n'a rien de moins Pastrnak. On n'a rien de moins que l'une des, sinon la meilleure ligne actuelle, la meilleure première ligne de la LNH ici. Dans le cas de Pastrnak, 0.97, puis très honnêtement, dans le cas de Pastrnak, c'est un joueur qui est all offense, donc je ne vois pas du tout de responsabilité défensive ici. Là, fait que pour ça, je pense qu'on ne se rejoint pas du tout. Mais Pastrnak, c'est un joueur qui va être à long terme, c'est un joueur qui va être très prolifique offensivement. Et on le voyait cette année et je pense qu'on peut voir encore de très belles choses de sa part pour les années à venir. Maintenant, ils vont avec la deuxième ligne. Une deuxième ligne qui est peut-être plus offensive cette fois-ci. Alors moi, j'y étais avec un certain mélange. J'ai mélangé les gars. En termes d'allié gauche pour ma deuxième ligne, j'y étais avec le petit Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau qui est un joueur que, quand j'ai regardé avec les Flames de Calgary, c'est un gars qui est très imaginatif, qui porte beaucoup la rondelle. Alors moi, c'est un gars que j'ai trouvé intéressant, mais qui est physiquement pas très gros. Mais il est rapide. Et vous allez comprendre pourquoi je dis il est rapide. Alors Johnny Gaudreau en 464 matchs en LNH, 151 buts, 294 assists, 445 points. C'est qui lui donne une moyenne de points par match à la hauteur de 0,96. Johnny Gaudreau, moi je le fais jouer avec peut-être le plus rapide des joueurs de centre et assurément l'un des meilleurs pointeurs de la LNH actuellement, Connor McDavid. Alors Connor McDavid qui est un gars qui est quand même responsable défensivement, mais qui est beaucoup plus porté à l'attaque. Là, ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut avoir de doute là-dessus. En 351 matchs dans la LNH, il a 162 buts, 307 passes pour 469 points et une moyenne de points par match à la hauteur de 1,34. C'est deux joueurs qui sont très rapides. C'est ça que je trouvais intéressant. Des joueurs qui sont portés à l'attaque et qui sont très rapides. Dans le cas de Connor McDavid, il back plus que Gaudreau. Donc à ce niveau-là, je trouvais ça super intéressant. Et je l'ai fait jouer avec l'ailier droit Nikita Kucherov. Nikita Kucherov qui joue avec les Lightning de Tampa Bay.
Kucherov, qui joue avec le Lightning de Tampa Bay. Encore une fois, c'est un joueur qui est surtout porté à l'attaque, qui est capable de jouer défensivement, mais surtout porté à l'attaque. Mais moi, je trouve que c'est une ligne qui est très rapide. C'est la raison pour laquelle je les ai mis les trois ensemble. Kucherov, en 515 matchs, il a 221 buts, 326 passes, 547 points, ce qui lui donne une moyenne de points par match à la hauteur de 1,6. Alors pour moi, c'est une attaque qui est très offensive, une ligne d'attaque très offensive et surtout très rapide. OK. On va y aller avec ton ailier gauche en premier. Je vais le dévoiler graduellement. Non, l'ailier gauche, oui, l'ailier gauche est là. En termes d'ailier gauche de deuxième trio, oh Seigneur, écoute, là, on y va avec un gars qui est all offense. Pas d'hésitation là-dessus. Artemi Panarin. Bon, Panarin, là, excusez-moi. Peu importe où il a joué, ce gars-là a produit offensivement. C'est un joueur qui est all offense. Il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. Panarin en 391 matchs dans la LNH, 148 buts, 267 passes, 415 points. Un différentiel plus-moins de plus 99. Le fait d'avoir joué avec les Hawks va aider là-dessus. Une moyenne de points par match à la hauteur de 1,06. 1,06. Un joueur qui est assurément à 100% caractère offensif. Probablement que ce gars-là aurait des statistiques encore plus intéressantes s'il avait commencé au début dans la LNH. Il a joué dans la KHL pendant un bout de temps, mais c'est un joueur qui est inspirant, là, honnêtement, à avoir joué. En termes de deuxième joueur de centre, alors ça, c'est un choix qui est probablement sentimental. Et j'ai voulu le prendre, mais je me suis dit, je suis sûr qu'il va le prendre, fait que moi, j'y toucherai pas. On y va avec Nathan MacKinnon. Et Nathan MacKinnon, c'est un gars, il faut savoir qu'on aime un peu le même genre de joueur. MacKinnon, y a-tu deux N? Il y a deux N. MacKinnon. On aime à peu près le même type de joueur. Et Nathan MacKinnon, c'est un joueur qui est très responsable défensivement, très offensif également. C'est un gars qui fait produire à peu près n'importe qui. Il est capable de faire des points avec n'importe quelle ligne. J'adore ce gars-là. Puis il est gros aussi. Ça, c'est le fun. En 525 matchs, il a 190 buts, 305 passes, 495 points, différentiel plus-moins de plus 39. Et une moyenne de points par match qui s'élève à 0,94. 0,94. Excellent. Et en termes de deuxième ailier droit, on y va avec Mark Stone. Mark Stone, que j'ai adoré quand il jouait avec les Sénateurs d'Ottawa, que je ne regarde presque plus avec les Golden Knights. Mark Stone en 449 matchs, 149 buts, 236 passes, 385 points, différentiel plus-moins de plus 74. Et une moyenne de points par match à la hauteur de 0,86. Mark Stone, c'est un gars qui est excellent. C'est pas le plus rapide, mais il est tellement intelligent, là. Puis il est responsable défensivement. Ce gars-là, je pense que si tu as à bâtir une équipe, là, tu pars avec des gars comme Stone, MacKinnon, Bergeron. Tu as une base qui est hyper solide pour bâtir ton équipe. Moi, de mon côté, je pense que tu as une base quand même assez solide. Là, si tu regardes McDavid, Kucherov, Tavares, même Blake Wheeler, si vous connaissez un peu moins parce qu'il joue dans un marché peut-être moins intéressant, c'est un joueur hyper complet, très physique, hyper intéressant. En termes de première ligne, là, j'y verrai un offense si jamais il n'a pas choisi le premier ailier gauche, Alexander Ovechkin. Alexander Ovechkin, qui est rien de moins que le meilleur ailier gauche dans les dernières années de la LNH. Je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. En 1152 matchs, 706 buts, 572 passes, 1278 points, ce qui lui donne une moyenne de points par match à la hauteur de 1,11. Et il a une Coupe Stanley, 12 matchs des étoiles, 8 trophées Maurice Richard, 2668 mises en échec en 1152 matchs. C'est un des gars qui frappe le plus fort de la LNH. Un tir exceptionnel, il est tout le temps dans sa game, il se donne à 100%. J'y vois une offense s'il n'a pas choisi ce gars-là. Et c'est le même principe, si jamais il n'a pas choisi comme premier centre Sidney Crosby, j'y vois une offense aussi. Sidney Crosby, peut-être le meilleur joueur de la LNH depuis plusieurs années. C'est un débat que vous pouvez avoir si vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais c'est assurément l'un des meilleurs. Un joueur qui a du leadership, qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, très offensif, gagner des Coupes Stanley. Fait que, bref, un joueur exceptionnel. 984 matchs, il a 462 buts, 801 passes, 1263 points, ce qui lui donne une moyenne de points par match à hauteur de 1,28. 1,28. C'est un gars qui a gagné un total de 3 Coupes Stanley, il a gagné 2 trophées Hart, il a gagné 2 fois le trophée Maurice Richard, 2 Ross, il a fait partie 8 fois du match des étoiles et j'en passe parce que la même chose avec Ovechkin, il y a juste trop. Et pour terminer le tout, en termes d'ailier droit, c'est un choix qui est un choix de cœur, j'y vais avec Patrick Kane. Patrick Kane qui est un joueur surtout électrisant, 100% à l'attaque, c'est pas un joueur que tu veux pour ton jeu défensif. Patrick Kane qui a en 973 matchs, il a 389 buts, 633
3 assists, 1022 points, une moyenne de points par match à la hauteur de 1.05. Il a 3 Coupes Stanley, 4 matchs des étoiles, 1 Hart, 1 Smith et il a 3206 tirs au but en 973 matchs. C'est un des gars qui, année après année, fait partie des meilleurs buteurs. Année après année, il fait partie des gars qui tirent le plus au niveau de la LNH. Et c'est un gars que moi, j'adore regarder jouer parce que tabarouette, il est créatif avec la rondelle, ce gars-là, quand il part. Quand il décide de partir là, avec la rondelle puis qu'il regarde les fans à Chicago se lèvent debout puis ils se mettent déjà à crier. Bon, en termes d'allié gauche, bien entendu, on y va avec Alexander Ovechkin. Je pense que tu n'avais pas vraiment le choix dans le cas d'Ovechkin. C'est assurément le meilleur ailier gauche qui joue encore dans la LNH actuellement. Ça n'a pas de sens. Il vieillit puis il continue à faire des points. I don't get this point, honnêtement. Fait que je vous ai déjà fait tout son pedigree. En termes de premier centre, on y va. Et voilà, j'y vois pas d'offense. Alors, on y va avec Sidney Crosby. Sidney Crosby qui est... bon, mérite après mérite, peut-être le joueur le plus aimé par les organisations de la LNH, puis par les directeurs aussi de la Ligue au grand complet. Une moyenne de points par match à hauteur de 1.28. Et finalement, en termes de premier ailier droit, on y va avec Patrick Kane. Fait que je pense qu'on peut y aller avec Even pour ce qui est de Patrick Kane. Je l'ai mal écrit, hein? Patrick Kane. Donc, pour ce qui est de la première ligne, je pense qu'on y va avec Even. Il n'y a pas vraiment quoi que ce soit, mais c'est ça, c'est une ligne qui est portée à l'attaque, mais honnêtement, Crosby est quand même responsable défensivement. Donc, c'est une ligne que je vois comme étant hyper intéressante. C'est une ligne toute étoile. Puis, tu sais, avec Patrick Kane et Ovechkin, c'est la même ligne. Ça fait mal. Alors, j'aimerais ça savoir, selon vous, qui a la meilleure des deux équipes, qui gagnerait le match si on a à faire face. Bien entendu, au niveau des gardiens, on a exactement la même chose, mais il y a des différences au niveau des défenseurs, il y a des différences au niveau des attaquants. Il y a certaines tendances qu'on voit qui se répètent. Bon, exactement la même chose au niveau des gardiens. On garde la paire de Roman Josi et Shea Weber ensemble. La première ligne qui est une première ligne exceptionnelle. Puis honnêtement, cette ligne-là, je veux dire, même si au niveau des points, ils sont peut-être pas à la même hauteur, c'est une ligne qui est exceptionnel. Si j'avais à dire là, dans un match face à face, tu aurais comme première ligne Marchand, Bergeron, Pasternak versus Ben, Tavares et Blake Wheeler. J'opterais peut-être plus pour sa ligne à lui que pour ma ligne à moi. Sur un point de vue offensif, ben là, je dirais par contre que j'opterais pour cette ligne-là plutôt que cette ligne-là. Mais on a deux gars qui sont responsables défensivement ici. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai pas vraiment de gars responsables défensivement. Bref, je vous laisse faire le choix. Quelle est, selon vous, dans les commentaires, la meilleure des deux équipes qui gagnerait le match entre les deux? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Exprimez-vous. Est-ce que vous avez des joueurs que vous auriez mis, enlevés, peu importe. Quelle aurait été votre formation à vous? Ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, on y fait un petit j'aime. Si vous avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Activez la petite cloche pour savoir quand on met des vidéos en ligne. Question qu'on se revoit très bientôt. Alors, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.